Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue à Neuchâtel dans le cadre de la 19e édition du NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, où nous sommes en direct avec le Saloon pour cette 3e émission spéciale où je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Et de Nicolas Dufour, journaliste pour Salut Le Robin. Temps. Salut Nicolas, merci de franchir pour la première fois la porte du Saloon. Ça fait grand plaisir qu'on te reçoit autour de notre table pour parler un petit peu des films qu'on a vus depuis le 2e épisode. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de commencer par un clash entre vous deux, puisqu'on va parler du film Swoon qui était projeté dans la catégorie Film of the Third Kind. C'est un film suédois de Mens Marlind et Björnstein. J'espère que je n'écorche pas leur nom. Et alors, à ma gauche, on a Thibaut qui a absolument détesté. À ma droite, on a Nicolas qui, je crois, a plutôt apprécié l'expérience. C'est donc une sorte de rivalité entre familles qui... Alors en fait, l'histoire, on peut présenter ça comme un espèce de Roméo et Juliette dans un parc d'attractions, puisque ça met en scène justement un jeune homme et une jeune femme qui sont chacun membres d'une famille rivale, qui ont chacun leur petit, leur grand même parc d'attractions, et qui se tirent la bourre, qui se sabotent les attractions, et évidemment qui vont tomber amoureux, romance impossible, et que va-t-il arriver ? Et c'est vrai que moi Et avec une petite dimension de classe, puisque l'une des deux familles sont des vrais forains, c'est-à-dire le peuple, alors que l'autre famille est plutôt bourgeoise, en fait. Ce qui, pour compliquer un peu la donne. Il y a effectivement un petit aspect social là derrière. Et alors moi, j'étais assez curieux de voir ça, puisqu'on présentait ça comme le moulin rouge du cinéma suédois. Donc déjà, ça n'est pas une comédie musicale, donc la présentation est peut-être un petit peu biaisée, mais ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était justement de traiter de cette romance avec un aspect un petit peu poétique, avec des images, une imagerie un petit peu rêveuse. Enfin, il y a pas mal de scènes où on quitte un peu le réel, mais au final, moi, j'avoue que ça m'a laissé assez froid, et à aucun moment j'ai ressenti de l'attachement pour les personnages, parce que dès le départ, en fait, ça s'ouvre sur un plan séquence assez long qui se balade justement dans le parc d'attractions, et j'ai trouvé que c'était un film qui était plus intéressé à faire tout d'un coup de la belle image, des scènes un petit peu de rêverie. On a un rêve où les héros se tirent des fleurs dessus avec des pistolets, enfin ce genre de truc qui au final se révèle, je trouve, assez kitsch, et moi ça m'a laissé complètement froid. Mais je crois que c'est pas ton cas, Nicolas. Ouais, alors complètement froid, c'est vraiment catégorique. Hein. Oui, non, alors moi je dois dire que j'ai été plutôt bon public. Je suis ravi que ce ne soit pas une comédie musicale, parce que je ne suis pas vraiment amateur du genre. Mais je trouve qu'on est déjà, on a une originalité du propos qui donc, semble-t-il, est assez chère encore au cœur des gens de Stockholm, puisque l'histoire est en fait authentique, enfin basée, disons, sur une réelle rivalité dans ce monde des parcs d'attractions. Pendant la guerre, il faut encore ajouter ces petites dimensions, puisqu'on est en 1940, donc la Suède est neutre et très tiraillée entre les partisans du rattachement, enfin, ou en tout cas de la proximité avec l'Allemagne, et ceux qui sont plutôt du côté de la Norvège et de la résistance, quoi. Moi, j'ai trouvé, dans ce paysage nordique et singulièrement suédois, il faut signaler, ici, il a beaucoup été signalé le fait que le tandem, Merlind et Stein, ont fait des films, ils ont fait un Awakening, moi j'y connais rien, c'est des trucs de super-héros, mais par ailleurs, il faut quand même signaler que Mats Merlind est le bonhomme qui est à l'origine de The Bridge, la série, qui est pour le coup, et pour le moins un parangon et un modèle d'obscurité et de ténèbres scandinaves. Et Swoon, on a quelque chose de très pétillant. On a alors effectivement ce côté complètement fleur bleue, et fleur au sens littéral, puisqu'il est beaucoup question de fleurs dans le film. La jeune demoiselle étant très amateur de fleurs, et il la séduit comme ça, ou il essaye. Ça tranche complètement, donc moi j'ai apprécié cette originalité-là. Alors ça, c'était donc Swoon, présenté en catégorie de Film of the Third Kind, donc c'est les films qui flirtent un petit peu avec le genre du fantastique. Mais maintenant, on va parler aussi, puisque c'est l'occasion au NIF de découvrir ce qui se fait en Suisse en termes de films de genre, puisque oui, il y a également des films suisses, et c'est le cas de Der Unschuldige de Simon Jacquemet,
thriller spirituel, psychologique, nous dit-on, qui met en scène la vie de Ruth, qui est une mère de famille qui bascule quand l'inexplicable vient questionner le modèle religieux et patriarcal dans lequel elle évolue. Et ça, c'est un film donc tu as eu l'occasion de voir, Nicolas, et tu nous as dit j'y allais un petit peu à reculons, mais finalement très bonne surprise. C'était mon deuxième film du NIF. Samedi passé, j'ai commencé avec un film sénégalais dans la petite sélection africaine, et ensuite Der Unschuldige, qui faisait déjà contraste. Alors, c'est vrai qu'un film, je ne voudrais pas être médisant à l'égard du cinéma suisse, mais un film psychologique zurichois, de prime abord, je ne suis pas complètement client. J'y allais par curiosité, et c'est une vraie bonne surprise. Judith Hoffmann, l'actrice, déjà, est absolument incroyable. C'est très compliqué. L'intrigue, disons, est assez complexe et beaucoup plus que son résumé, puisque elle est en fait chercheuse dans une équipe de recherche à Zurich qui travaille sur, ça paraît un peu gros à dire comme ça, mais la possibilité de transplanter une tête de singe sur le corps d'un autre singe, avec les perspectives de quasi-immortalité que ça pourrait laisser penser. Et il se trouve qu'effectivement, ce personnage est par ailleurs dans un environnement évangélique, de famille vraiment de protestants très marqués, disons. Tout commence par le fait que son ancien amour est libéré de prison. Il avait fait de la prison pour une histoire de vol ou de cambriolage, je crois. Donc voilà, on a au final un superbe portrait de femme, très étonnant, très riche. C'est pour ça qu'on est loin du cliché du film peut-être un petit peu misérabiliste auquel on pourrait craindre d'être confronté. Et puis alors, quand même une très grande originalité dans cette manière d'aborder, avec, faut bien le dire, passablement d'ironie et de sarcasme, ces milieux évangéliques qu'on ne voit en fait, pour ainsi dire, jamais au cinéma, un peu chez les Américains, parce qu'eux, ils trempent dans cet environnement-là, mais nous trempons aussi dans cet environnement-là, et nous, simplement, on n'en parle jamais, ni dans nos romans, ni dans nos films. Donc là, j'ai trouvé Simon Jacquemet avait quelque chose d'assez original, et même un peu courageux. Voilà, donc en tout cas un film suisse qu'on espère pouvoir voir sur les écrans romans. Alors malheureusement il ne sortira pas en Suisse romande, on le sait déjà. D'accord, ok, donc ça c'est catégorique. Donc. Il a hélas pas très bien marché en Suisse alémanique, et du coup il n'y aura pas de sortie romande, donc il faudra guetter la RTS et Arte, puisque Arte est dans l'affaire. Ok, donc peut-être l'occasion de le découvrir un peu plus tard, par exemple, à la télévision. Évidemment, le NIF, c'est une compétition internationale de 16 films qui essayent de projeter le meilleur des films de genre de cette saison pour décrocher le prix qui sera rendu samedi, donc le prix du meilleur film. Et bien, on va profiter que tu sois là aussi, puisque le Saloon, cette année, on a décidé d'aller piocher un petit peu à gauche à droite, de vous faire un petit peu un panorama de ce qu'on peut trouver ici à Neuchâtel. Toi, tu t'es... beaucoup plus concentré sur la compétition internationale, donc on profite de ta présence pour revenir sur quelques films qui ont été présentés dans cette section, notamment un film qui a fait, il faut le dire, beaucoup de bruit cette semaine à Neuchâtel, c'est Sons of Denmark, un film, vous vous en doutez, danois, de Ola Salim. C'est une anticipation. On retrouve le Danemark en 2025, alors que l'extrême droite est en train de remporter peu à peu le pays. Et bien, on va suivre Zakaria, 19 ans, qui se laisse convaincre d'intégrer une cellule extrémiste. Ça, c'est en tout cas le pitch de départ. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine à Neuchâtel, et manifestement, il y a des raisons. Oui, il y a des raisons. Il a beaucoup fait parler parce qu'il a ce côté de dénonciation de la montée des populismes et de l'extrême droite en Europe, et particulièrement au Danemark. Il a fait, semble-t-il, paraît-il, polémique au Danemark. Ça, moi, j'ai pas eu le temps de regarder de faire ma petite revue de presse. Personnellement, j'ai détesté. Je me sentais un peu seul. J'ai l'impression qu'il y avait un accueil plutôt positif, disons. On a entendu quelques autres échos très négatifs là-dessus. Quand même. Alors c'est vrai que ça a l'air d'être un film qui fait vraiment débat, oui. Non, il y a vraiment... non seulement j'ai détesté, c'est pas simplement que j'ai trouvé que c'était mauvais, mais c'est un film qui m'a vraiment profondément énervé. C'est-à-dire de faire des films de bien-pensance absolue de gauche, à dire, voilà, les méchants fachos, à fédérer un public qui est de toute façon totalement acquis à cette cause, sans aucun courage. Il n'y a pas de courage dans ce film. Il n'y a même pas de curiosité. On nous montre... Alors, il y a un démarrage relativement original, et qu'on pourrait considérer comme un peu courageux, c'est qu'on démarre chez les musulmans, puisqu'il s'agit de migrants, évidemment. Et on est donc, effectivement, dans le cheminement d'une radicalisation d'un des personnages. Donc là, on se dit, bon, au moins, le cinéaste, il a cette richesse d'être sur les deux pans.
Mais ensuite, par contre, alors on bascule complètement du côté des services de renseignement. Je vous passe les détails. Un type, une taupe, quoi, infiltré. Et alors là, on entre dans un machin d'un manichéisme effroyable, quoi. Et alors, je peux spoiler. En fait, j'ai envie de spoiler pour de toute façon faire du mal à ce film que j'ai haï. Dans tous les cas, il a quand même peu de chances d'arriver chez nous, je pense. Ouais, de toute manière, non, mais ce serait bien qu'il arrive et que les gens le voient et qu'on en débatte. Mais voilà, quand même. Alors, je sais bien qu'on est au NIF, c'est l'été, il fait chaud, c'est la rigolade, on boit des bières. Mais je veux dire, à la fin, le personnage qu'on peut considérer comme central tire sur le facho, qui est devenu Premier ministre, puisqu'il y avait des élections. Dans la salle, des gens applaudissent. Je veux dire, ça va, quoi. Stop. Enfin, c'est quoi ça? On arrive maintenant donc à faire... Alors, ok, encore une fois, c'est le cadre du NIF, mais je veux dire, on applaudit et on siffle de bonheur le fait qu'on flingue le méchant facho comme si c'était le plus vulgaire des slashers américains à 2 balles. Pour un film politique, c'est presque honteux, quoi. Et c'est honteux de la part du public aussi. C'est des films qui ne servent à rien. Vous dénoncez des choses sur lesquelles tout le monde, dont la salle, est absolument d'accord. Il n'y aura jamais un gars du Parti national suisse ou de je ne sais quel extrémiste ou du Parti populaire danois qui ira voir ce genre de film. De toute façon, ils savent très bien que c'est là pour leur casser sur le dos. Il y a une représentation totalement cliché des choses. Même les musulmans, dont émane, je crois comprendre, le cinéaste, sont représentés. Je veux dire, voilà, ils parlent arabe et c'est tout. On n'est pas dans leur culture, il n'y a rien d'original. On n'est évidemment pas non plus du côté des fachos, pour ainsi dire. On ne fait l'effort de rien, on pose 2 camps, et puis voilà. Puis on fait un espèce de thriller qui, par ailleurs, est d'un ennui. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 5 heures, ce truc, pour en arriver à une si pathétique conclusion. Voilà, en tout cas Sons of Denmark, en tout cas tu es catégorique, ça c'est clair, qui était donc présenté en compétition et qui fait partie d'un rétrospective. Enfin, disons, ce film est en compétition, mais il y a d'autres films danois qui sont projetés dans le cadre d'une section spéciale avec pas mal de films fort intéressants. Hein. Cutterhead qui était passé à Neuchâtel l'an passé, il y a de Guilty aussi qui était sorti en salle récemment en Suisse et qui est vraiment un thriller tout à fait sympathique. Et puis on a eu l'occasion de voir aussi Brigand, j'espère que je le prononce bien. On ne sait toujours pas comment ça se prononce. De JP Ronde, c'était un thriller de 2015, donc c'était un petit peu une sorte de rétrospective. Mais je pense qu'on peut en dire un mot, Thibaut, pour rester sur les films danois, puisque c'était vraiment bien. Oui, c'est vrai que moi c'est un film que j'avais manqué justement au NIF l'année où il était passé et j'en ai beaucoup entendu parler depuis et du coup on s'y est rendu et c'est donc pour resituer l'histoire vraie d'une petite bourgade du Pays de Galles dans laquelle s'est déroulé et se déroule depuis quelques années une série de suicides de jeunes qui est complètement inexpliquée, c'est-à-dire que c'est des suicides en chaîne si on veut. Qui n'ont aucune explication. Et puis on va justement explorer, suivre une héroïne qui va revenir dans ce village après quelques années d'absence et qui va justement s'acoquiner avec le groupe de jeunes local et découvrir justement ce qui les amène à finalement sauter la vie. Et c'est vrai que c'est un truc, une histoire hyper dure, hyper brute, très très bien filmée. Et on glisse lentement vers le fantastique, si on veut, jusqu'à un final qui est quasiment apocalyptique. Et vraiment, ça a été une grosse claque. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de le voir. Je partage, je l'avais vu il y a quelques années, quand il avait été montré au NIF. Tout à fait. J'en garde effectivement un excellent souvenir. Alors, on va quitter le Danemark pour passer du côté du Canada, cette fois-ci, et de la Hongrie, puisque c'est retour à la compétition avec His Master's Voices, avec une histoire de mission top secrète du gouvernement américain. On va suivre Peter qui essaye de récupérer son père, si j'ai bien compris. En tout cas, toi, tu l'as vu, et pour toi, tu nous l'as dit en préparant cette émission, pour toi, c'est le Grand Prix de la compétition. Enfin, une des 2 options. Une des 2 options, on d'accord. On évoquera bientôt la deuxième, à mon avis. Ouais. Oui, alors, c'est un film avec un accueil un peu frais ici. Ça n'a pas été un tonnerre d'applaudissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, juste pour situer, parce qu'il est un peu difficile à résumer. Mais en gros, effectivement, donc, grosso modo, c'est l'histoire d'un couple dont le jeune homme, ils arrivent à New York. En fait, le jeune homme, qui est hongrois, est à la recherche de son père. Le père a quitté la famille très, très jeune. Il y a le frère un peu handicapé qui est resté en Hongrie.
Et le grand frère, le petit, et le grand frère vient aux États-Unis chercher son père. Et s'il vient le chercher, c'est parce qu'en fait, il y a une polémique sur un centre de recherche militaire, évidemment secret, qui aurait provoqué des morts, etc. Puis la polémique remonte dans les médias, et c'est à cette occasion qu'il a vu une photo dans un journal qui lui fait penser à son père. Donc, il vient chercher son père. Voilà, ça c'est le cadre. Et il va, alors je spoil pas parce que c'est comme un peu presque le début. Effectivement, il va retrouver le père. Après, je spoil pas vraiment non plus parce que c'est quand même donné presque d'entrée. Oui, c'est donné d'entrée de jeu en fait dans le film. Il y avait expérimentation militaire, mais en fait, il y a eu contact avec une civilisation extraterrestre. Alors à partir de là, voilà, c'est un film assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de dimensions et tout. Moi, je connais rien, je suis complètement nul en physique et j'ai jamais rien compris à la théorie de la relativité, mais j'ai vraiment l'impression que le film est une sorte de parfait condensé de la théorie de la relativité, puisqu'on est dans des temporalités différentes, enfin des temps différents même, entre ce présent de la recherche du père, le futur du conte. Là, je ne vais pas trop spoiler, mais voilà. Et tout ça est réalisé de manière très personnel, très esthétique, avec une rythmique. Enfin, il y a vraiment quelque chose de tout à fait original, quoi. Juste pour signaler et appâter un tout petit peu, pour ceux que ça intéresserait, c'est une nouvelle adaptation d'un roman de Stanislas Lem, qui était le bonhomme qui avait inspiré les deux Solaris, déjà, Tarkovsky et Soderbergh, et puis qui avait inspiré Stoker aussi. Ouais, donc du bien beau, donc His Belle Master's Voices, donc de Giorgi Palfi. Voilà. J'espère que là encore je n'écorche pas, mais j'ai quelques doutes. Et puis, tu l'as un petit peu dit, il y a, en tout cas pour toi, et je pense qu'on va se rejoindre là-dessus, peut-être un favori. En tout cas clairement du prix du public, ça on s'en doute un petit peu, et puis de la compétition on verra bien. C'est Yves, le nouveau film de Benoît Forjard. Film français donc, où on va suivre l'histoire d'un rappeur qui est un petit peu qui n'arrive pas à percer dans la musique. Un petit peu nul, je crois qu'on peut le dire. Un petit peu nul, oui, on peut le dire. Un petit peu nul dans la musique. C'est William Lebguil donc, qui joue ce rappeur. Et puis un jour, on lui propose de participer à une expérience en prenant chez lui un frigo intelligent qui doit s'occuper de sa vie, lui préparer ses repas, lui dire ce qu'il doit manger, etc., etc. Et puis, vous en doutez bien que à partir du moment où il y a un truc intelligent chez quelqu'un, quand on fait du cinéma de genre, ça va un peu mal se passer. Et puis on va donc suivre cette histoire entre ce frigo, ce rappeur, et puis évidemment la conquête féminine qu'il essaye de convoiter, de jouer donc par Doria Tillier. C'est drôle, c'est assez intelligent sur la réflexion de l'arrivée de ces objets connectés dans notre vie, et ça a très bien marché au NIF. Ouais, je crois qu'on peut le résumer comme ça, parce que finalement, ces deux références que le film cite ouvertement, c'est un peu le chaînon manquant entre Her de Spike Jonze, merci, et le 2001, l'Odyssée de l'espace, finalement, parce que par rapport au traitement de l'intelligence artificielle, ce que je trouve assez remarquable, c'est que ça évite quasi tous les pièges du sujet, c'est-à-dire qu'on adopte, il y a vraiment un ton léger et un discours nuancé, parce que c'est ni catastrophiste ou spécialement technophobe, c'est pas oulala, la technologie, ils vont prendre le contrôle, qu'allons-nous devenir, et c'est pas non plus complètement optimiste, ça reste, on aborde un petit peu toutes les facettes de ce que ça peut être d'avoir un frigo justement qui est une intelligence artificielle. Au passage, on se moque aussi gentiment du monde de la chanson et du star system de YouTube, ce qui est assez rigolo. Puisque le frigo va aider le rappeur à faire de meilleures chansons, et donc du coup à se faire connaître sur YouTube et jusqu'à arriver à l'Eurovision. Enfin, on a vraiment quelque chose d'assez décalé, où William Lebguil est assez excellent, je trouve. On a pu le voir dans des comédies assez lamentables jusqu'à maintenant, mais là c'est dans ce genre de film qu'on voit que c'est un très bon acteur. Et puis il est très bien entouré. On a aussi Philippe Catherine qui est assez jouissif comme d'habitude. Et donc c'est un vrai bon film de festival qui passe très bien auprès du public. Et au-delà même du film de festival, c'est un film assez, intelligent dans ce qui... Voilà, on rigole bien, on s'amuse bien, mais il y a un message derrière, il y a une réflexion. Ah ouais, j'espère que ce sera plus qu'un film de festival. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas du tout comment il marche. Il est sorti en France, là. Ouais. Il sort tout prochainement. Le 24 juillet en Suisse, au monde. J'espère que ça marchera. Alors en tout cas, dans la salle, c'était très efficace et le public avait l'air vraiment conquis, quoi. Non, c'est vrai. Alors oui, chacun ses références. Hein. Il cite Kubrick. Moi, pour le ton, j'écris surtout sur des séries. Pour moi, c'est du Black Mirror où on rigole. La démarche est un peu la même. On est dans un moralisme, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une analyse critique
et en l'occurrence rigolarde de nos travers. Et là, Forjard, il prend Siri, il prend Alexa, il prend Google Home, et puis il tire ça. C'est exactement, c'est en fait une excellente science-fiction satirique, ou enfin disons critique. Et bon, c'est vrai qu'on divulgage rien, puisque tout le monde l'a déjà dit, mais que effectivement le frigo va donc gagner l'Eurovision, c'est quand même très fort, avec des machines à laver allemandes comme concurrents. Qui font du Rammstein. Et puis voilà. Et ce qui est très fort, c'est qu'effectivement Forjard, alors là, je ne vais pas trop raconter, mais c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, il en fallait une, hein, on pouvait sans doute pas bâtir le film sans ça, mais il évite quand même un peu, comme tu l'as dit, tous les pièges, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le violon, il nous surprend tout le temps, il va très loin, il y a une histoire de justice aussi. La fin est tout à fait étonnante, on s'attendrait à une espèce d'épilogue sympa. Non, il fait une espèce de fin très, je dévoile rien, mais très cut, comme ça, très voilà. Et donc il y a une intelligence permanente, peut-être quelques petites longueurs. On aurait peut-être pu tailler un tout petit peu, mais à peine, quoi. Et vraiment, c'est un plaisir. Ouais, c'est un film, surtout ce qui fait plaisir, qui va jusqu'au bout de sa démarche. C'est-à-dire que on a des fois tendance un peu à critiquer les comédies françaises parce qu'elles partent d'un point A et puis après reviennent sur le rail, on va dire, de la comédie très classique avec tous les clichés, les cases à cocher. Là, ce qui est super avec Yves, c'est que vraiment, il part de ce constat-là, il va l'étirer sur tout le film et il va jamais en sortir. Il va vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'au bout de ce qu'il veut raconter, ce qu'il veut proposer, des réflexions qu'il veut donner. Effectivement, alors on va pas gâcher, mais même dans l'histoire d'amour, il va super loin dans les rapports entre les gens, etc. Donc, ça fait vraiment du bien de voir une comédie drôle. Qui vraiment prend déjà pas pour des cons et puis surtout va jusqu'au bout de sa démarche et de son délire tout simplement, parce qu'effectivement à partir du moment où un frigo gagne l'Eurovision, effectivement on est complètement dans un univers incroyable. Ça, c'est le côté absurde, mais c'est vrai que malgré tout, sans plomber tout ça, il y a néanmoins un propos, il y a un regard. Tout à fait, bien sûr. Et si, le fameux et si de la science-fiction, voilà. Il explore jusqu'au bout le concept. Quand Google Home commencera à nous dire que Robin, ce que tu es en train de faire, ça aurait beaucoup plus de succès sur YouTube si tu fais ça, ou dans votre, vous voyez, comme journaliste, il nous dirait ton article, il serait mieux, il aurait plus de clics enfin, je veux dire, ça va venir. Ouais. C'est déjà là, peut-être. Peut-être, mais là, en tout cas, voilà, de se dire aussi que la comédie sert aussi à faire réfléchir, et ça fait parce que c'est évident, mais des fois, en France, c'est pas toujours évident. Voilà, on a tendance un peu à l'oublier avec Christian Clavier et ces films-là, donc ça fait du bien de voir ce film français. Donc, on le rappelle en plus, qui sort en Suisse, tu m'as dit le 24 juillet. Donc vraiment, allez-y. Vous avez même pas d'excuses, ce sera pendant les vacances d'été un bon film à découvrir au cinéma. Donc, Yves de Benoît Forjard. Et puis on va, avant de se quitter, faire encore un petit tour de table, puisqu'on approche gentiment de la fin du festival. Ce n'est pas la dernière mission, rassurez-vous. On va faire un petit tour de table avec un film peut-être qui vous a marqué en bien ou en mal sur n'importe quelle sélection. Finalement, on a aussi eu l'occasion de voir des documentaires, par exemple. Donc, Nicolas, tu voulais nous parler d'un film concept qui était présenté en Ultra Movie. Donc Ultra Movie, c'est généralement de la violence et straight to the point. Ça s'appelle The Pool. C'est un film thaïlandais de Ping Lumpraploeng. On va dire que c'est ça. Et c'est donc un film où on va retrouver un jeune homme qui se réveille dans une piscine qui fait 6 ou 7 mètres de haut. Il n'y a pas d'échelle, il ne peut pas en sortir et il y a un croco. Voilà, c'est ça. Donc il y a une convention de base entre le réalisateur et son public, c'est qu'il faut admettre qu'il n'y a pas d'échelle, ce qui a priori est quand même bizarre dans une piscine, surtout que c'est une piscine très profonde. Mais si on admet ça, c'est vrai que en gros, tu as résumé le film. C'est l'histoire d'un gars qui est piégé dans une piscine avec un crocodile, un alligator, ou enfin un truc dangereux. Qui croque. Voilà, qui croque, exactement. Voilà. Bon, s'y ajoute évidemment un petit peu d'histoire d'amour, etc. Mais enfin, en gros, voilà, c'est effectivement du concept, c'est du film de scénario qui tient rigoureusement sur une ligne. Les festivaliers se souviennent, c'était sauf erreur 2015 déjà, c'est plus tout frais, mais un extraordinaire film indien qui avait été montré au NIF, qui s'appelait Trapped. L'histoire d'un jeune homme qui veut inviter sa copine dans son appartement à Bombay, mais le bâtiment est en construction, donc c'est encore complètement, voilà, c'est juste le gros œuvre pour ainsi dire. Et puis par contre il y a la porte et la serrure, et en fait il se fait enfermer dedans. Et il n'y a aucun moyen de sortir. C'est en travaux, donc il n'y a personne dans les environs. Et c'était 1h30 d'idées géniales sur comment on fait avec un gars piégé dans un appartement. Et ben, c'est exactement la même chose ici, dans la piscine.
toutes les idées sont absolument bonnes, il n'y a aucune intervention divine ou que sais-je. Et ça tient complètement son truc et c'est un vrai plaisir. C'est inventif, ça marche bien. Voilà, il y a pas de y a pas de miracle. Tout est parfaitement. Ouais. Le point de départ est tout à fait tenu. Mis à part cette petite convention de l'absence d'échelle, c'est tout à fait tenu et c'est un vrai plaisir, de cinéma complètement simple. À guetter, si jamais Trapped peut se voir pour ceux qui sont abonnés sur Amazon, et c'est typiquement le genre de film au NIF qu'on peut peut-être parfois retrouver sur les plateformes de vidéos en ligne. Ouais, tout à fait. Thibaut. Oui, une fois n'est pas coutume, je pense que ça peut être intéressant de parler d'un documentaire, puisque le NIF passe aussi quelques documentaires consacrés justement à l'histoire du cinéma, soit à un film en particulier, soit à un cinéaste. Là, en l'occurrence, on a pu voir un film consacré à William Friedkin, qui s'appelait Friedkin Uncut. Donc, William Friedkin, rappelons-le si nécessaire, le réalisateur de French Connection, L'Exorciste, Sorcerer et d'autres chefs-d'œuvre, et qui est une figure assez fascinante, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est que c'est un documentaire qui mêle une interview tout du long avec Friedkin lui-même et avec d'autres cinéastes qui ont été influencés par William Friedkin. On a par exemple Tarantino, Wes Anderson, ce genre de personnes, Edgar Wright aussi qui passe par là, et puis des collaborateurs de Friedkin, donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision assez large du personnage, qui est quand même assez bien résumé par l'introduction où lui-même dit il y a deux personnages dans l'humanité qui me fascinent, c'est Jésus et Hitler, et ça résume assez bien ce cinéaste qui a toujours voulu explorer un petit peu toutes les facettes de l'être humain jusque dans ses aspects les plus noirs, et qui est qui est absolument fasciné qui est poussé par la volonté de la véracité. Donc French Connection, ça se pose là en termes de polar qui vraiment nous plonge dans cet univers-là, et qui est aussi quelqu'un d'assez extrême, qui peut se révéler être un vrai connard sur les plateaux, et c'est d'ailleurs ce que disent certains acteurs qui ont bossé avec lui, tout en le remerciant à la fin, parce qu'en disant, s'il n'avait pas fait ça, est-ce que j'aurais livré une performance pareille. Et voilà, ce documentaire, c'était assez fascinant de plonger vraiment dans la filmographie d'un réalisateur très 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 important comme William Friedkin, très complexe aussi, et ce genre de documentaire, ça fait aussi plaisir à voir. Et à ceux que ça intéresse, juste signaler aussi que à l'occasion des 40 ans de Alien, le NIF montre un documentaire d'Alexandre O. Philippe, Memory, The Origins of Alien, qui est sur le premier film uniquement. Et ce monsieur, Alexandre O. Philippe, qui est suisse par ailleurs, qui vient à Los Angeles, travaille en ce moment avec Friedkin sur un film sur l'exorciste. Eh ben on se réjouit de voir ça. Ah ouais, ça promet en tout cas. Et puis moi pour ma part, je vais vite rapidement vous parler aussi d'un film en ultra movie. C'était Why Don't You Just Die, film russe. Alors là, on est clairement dans la catégorie de ce qu'on apprécie dans l'ultra movie, c'est-à-dire vraiment on réfléchit pas, on ne parle pas, on va direct au but. C'est donc l'histoire de Matvey qui accepte d'aller tuer le père de sa copine, puisque voilà, lui demande gentiment d'aller buter son père. Il accepte, et donc le film commence quand Matvey va sonner à la porte avec un marteau prêt à tuer le père, et un pull Batman, c'est déjà tout un programme. Et un pull Batman. Et en fait, donc tout le film va s'articuler autour de la rencontre entre Matvey et le père, puisque il va se trouver que le père de sa copine est en fait flic. Sauf que c'est un flic qui a des méthodes un petit peu radicales, on va dire, et ça va partir en cacahuète, complètement, un chaos absolument jubilatoire. C'est super gore, c'est super fun, c'est trash, ça a plein d'idées aussi assez débiles, c'est super ingénieux sur pas mal de choses. Donc voilà, ça ne réinvente rien, mais alors franchement, pour une soirée entre potes, Why Don't You Just Die, si jamais vous arrivez à trouver ça, c'est de Kirill Sokolov, et c'est franchement un délire gore assez sympathique. Voilà, messieurs, en tout cas, merci pour ce nouvel épisode du Saloon en direct du NIF. On se retrouvera évidemment avant la fin de la semaine pour évoquer encore quelques films. Donc merci Nicolas Dufour, journaliste au Temps, d'avoir fait... Merci à vous. D'avoir participé au Saloon, et avec grand plaisir que tu reviens quand tu veux nous dire bonjour. Merci à toi Thibaut Ducret. Merci Robin. Et puis merci à Antoine également pour la technique de cet épisode. On se retrouve donc très vite en direct de Neuchâtel. Très belle journée à vous. Ciao ciao.